Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des ETF. Les ETF, c'est le produit financier qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Pour vous donner une idée, aux États-Unis, sur le marché action, si on regarde les volumes d'échange, eh bien les volumes sur les ETF actions représentent plus de 30% des volumes qui sont échangés sur les actions en direct. C'est vous dire l'importance aujourd'hui de ce marché. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le comprendre. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment fonctionnent les ETF, quels sont les différents types. On regardera quelques exemples. Et puis bien sûr, je vous donnerai les avantages, mais aussi les inconvénients. Et vous allez voir qu'il y en a. Il y a notamment un risque systémique. Allez, on y va, c'est parti. ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc on entend souvent parler aussi de tracker. Donc globalement, ça correspond à un fonds d'investissement, mais dont l'objet va être de traquer, c'est-à-dire de suivre l'évolution, par exemple, d'un indice boursier. Donc ça, c'est le cas le plus classique. Mais ça peut être aussi un fonds qui a comme objectif de suivre l'évolution du prix de matières premières, ou alors, par exemple, l'évolution d'un panier de sociétés, d'actions qui sont uniquement dans un secteur d'activité donné. Mais la particularité principale de l'ETF, c'est qu'il va pouvoir être acheté en continu pendant la journée en utilisant un carnet d'ordre. C'est-à-dire exactement de la même façon que vous achetez et que vous vendez une action sur le marché. C'est vraiment ça la particularité. D'habitude, les fonds d'investissement, typiquement des fonds d'investissement actions, vont avoir une seule cotation par jour et tous les échanges à l'achat ou à la vente vont se faire à ce même prix. Mais là, c'est différent. Il y a une évolution en intraday, donc pendant la journée, sur la base d'un carnet d'ordre. Et bien les acheteurs et les vendeurs doivent essayer pendant la journée de faire une estimation du prix des actifs sous-jacents et donc s'échangent les parts d'ETF sur la base de cette estimation. Et c'est seulement bien à la fin de la journée qu'ils ont véritablement une idée de la valeur, de la vraie valorisation des actifs sous-jacents, puisque le gestionnaire doit publier à la fin de la journée la valeur de ses actifs. Alors pour vous donner un exemple, on est ici sur le carnet d'ordre de LVMH, donc côté à Paris. Vous voyez, il y a deux parties. La partie où on a les ordres à l'achat, ici sur la gauche, et sur la droite, les ordres à la vente. Donc à chaque fois, vous avez les volumes pour chacun des niveaux de prix. Et quand le maximum du prix à l'achat eh bien, vient matcher avec le plus bas des prix à la vente, eh bien là, vous avez un échange qui est réalisé et qui est enregistré par la bourse. Donc ça, c'est le principe pour une action. Quand vous êtes en direct, eh bien, en réalité, le principe pour un ETF est exactement le même. C'est-à-dire que quand vous voulez acheter une part d'ETF, eh bien, vous allez vous positionner dans ce carnet d'ordre. Donc, il va y avoir la même chose, des volumes à l'achat et des volumes à la vente. Et à chaque fois que les prix matchent, il y a un échange au niveau de l'ETF, des parts d'ETF, qui est enregistré. Donc là, par exemple, je vous donne un ETF, c'est un Lyxor sur le CAC 40, donc un ETF sur le CAC 40, à l'intérieur duquel il y a des actions LVMH. Eh bien, vous voyez qu'on est en cours de séance là, et effectivement, en intraday, eh bien, on a des échanges qui sont réalisés, hein. Donc il y a des volumes qui varient tout au long de la journée, et des échanges qui sont réalisés tout au long de la journée. Donc il faut bien comprendre qu'il y a deux niveaux, vous voyez. Il y a le niveau où vous êtes au niveau des actifs en direct. Ça, c'est quand vous achetez ici, carnet d'ordre LVMH en direct. Et ensuite, vous êtes à un niveau supérieur avec l'ETF. Donc il y a des échanges qui sont faits de la même façon, mais en réalité, vous n'achetez pas les actifs directement, et ils sont achetés de manière indirecte. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de produits dérivés, hein, pour un ETF. Donc, une chose à bien comprendre, c'est que à chaque fois qu'il y a des volumes d'échange sur un ETF, les gestionnaires n'ont pas forcément besoin d'acheter ou de vendre les actifs sous-jacents. En fait, souvent ce qui se passe, c'est que c'est simplement un transfert d'argent entre une personne qui détient des parts d'ETF et qui simplement les vend à une autre personne qui, elle, veut en acheter. Voilà, c'est tout. Simplement, eh bien, dans certains cas, effectivement, quand les volumes, par exemple, de demande d'ETF, donc d'achat d'ETF vont augmenter, et bien là, à un moment donné, effectivement, le gestionnaire va devoir créer des parts et donc investir dans les actifs sous-jacents. Il va y avoir le même phénomène inverse. Si vous avez de nombreuses personnes
qui souhaitent vendre, plus qu'il y a de personnes qui souhaitent acheter de l'ETF, et bien là, à ce moment-là, le gestionnaire de l'ETF va devoir vendre des actifs sous-jacents. Tout à l'heure, je vous ai dit que donc, les personnes qui achètent et qui vendent des parts d'ETF pendant la journée doivent en fait faire une estimation hein, des actifs sous-jacents, parce qu'il n'y a pas de valorisation qui est donnée de manière officielle, elle est simplement donnée à la fin de la journée, une fois par jour. Et donc justement, ce qui se passe parfois, c'est que, eh bien, il peut y avoir un peu des décorrélations, c'est-à-dire que le prix de l'ETF peut commencer à diverger un petit peu par rapport à la vraie valeur des actifs sous-jacents. Et donc ça, c'est quelque chose que suit le gestionnaire de l'ETF. Donc un de ses rôles, c'est notamment, et il a une enveloppe budgétaire qui est dédiée à ça, eh bien c'est par des achats-ventes de ramener eh bien, le prix de l'ETF le plus proche possible de la vraie valeur des actifs sous-jacents pendant la séance, hein, donc en intraday, pour éviter qu'il y ait ces divergences trop fortes. Autre remarque que je voulais vous faire par rapport à la méthode de gestion de ce type de produits financiers. Donc en réalité, le gestionnaire, quand il reçoit l'argent, il ne va pas après toujours l'investir exactement dans les actifs qu'il y a, par exemple, à l'intérieur de l'indice qu'il traque. Pour le CAC 40, en permanence, ce fonds-là ne va pas toujours avoir exactement les actifs qu'il y a dans le CAC 40 avec la même clé de répartition. C'est lui qui va s'arranger pour justement simplement être en permanence au plus proche en termes de variation, mais voilà, il a sa petite technique interne pour faciliter sa gestion et faire en sorte de minimiser cet écart entre l'évolution eh bien, du CAC 40 et l'évolution de son ETF sur le CAC 40. Alors, quels sont les différents types d'ETF? La première distinction à faire, c'est entre les ETF passifs et les ETF actifs. La différence entre les deux, c'est que dans le cas des ETF actifs, il va y avoir vraiment un travail qui est fait d'une équipe de gestion pour faire de l'évaluation des actifs qui est à l'intérieur, alors que dans le cas des ETF passifs, vous n'aurez pas ce travail-là. Tout pourra être fait quasiment par ordinateur. Le cas des ETF passifs classiques, c'est typiquement quand vous faites du suivi indiciel, par exemple suivi du CAC 40, la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre dans votre ETF les actifs, les actions qu'il y a dans le CAC 40 avec à peu près la même clé de répartition. Et comme ça, vous allez arriver à avoir à peu près eh bien, la même évolution de votre ETF que l'évolution du CAC 40. Alors que dans le cas, par exemple, des ETF actifs, là, vous avez une équipe de gestion et qui va décider, par exemple, qui va créer un panier d'actions. Mais dans le temps, ils vont décider régulièrement de faire rentrer certaines actions et de faire sortir d'autres, après avoir fait un travail d'évaluation de l'action. Et ensuite, ce que fait l'ETF, c'est de suivre ce panier d'actions. Mais dans ce cas-là, il y a bien un vrai travail de gestionnaire. Alors, je dois quand même émettre un petit bémol. Les fonds indiciels du type CAC 40, S&P, ne sont pas totalement passifs. Puisque naturellement, que ce soit dans le CAC 40, dans le S&P 500, dans le Nasdaq, dans tous ces grands indices, il y a régulièrement eh bien, des titres qui sortent de l'indice parce que eh bien, ils se développent pas bien d'habitude, hein. Et ensuite, il y a des titres qui rentrent dans l'indice, des sociétés qui se développent très fortement et dont la capitalisation augmente, qu'on fait rentrer dans l'indice. Et donc ça, quand même, ça fait un petit peu de tri. Et donc ça fait que ces fonds-là, précisément, les fonds indiciels, ne sont pas totalement passifs. Ensuite, les différentes catégories d'ETF eh bien, correspondent à différentes catégories d'actifs sous-jacents, donc les actifs dans lesquels l'ETF investit. Et donc il y en a vraiment de tout type, hein. Donc vous pouvez avoir des fonds obligataires, donc des ETF qui investissent dans des obligations. Bien sûr, dans les actions, hein, c'est pour l'instant là où il y a les plus gros volumes. Ensuite, vous pouvez avoir des ETF sectoriels. Donc ça veut dire que c'est simplement, ça va être des actions par exemple, mais uniquement de biotechnologie par exemple, ou de secteur industriel. Ensuite, vous allez avoir également des ETF sur des matières premières, donc pour suivre l'évolution, que ce soit de l'or, du pétrole par exemple. Vous allez avoir également des ETF qui suivent
l'évolution de monnaie étrangère. Et enfin, on a deux catégories un peu particulières. Donc, ce qu'on appelle les inverse ETF, donc ETF inversés. C'est des ETF qui vont eh bien, permettre de faire des paris à la baisse. Donc, typiquement, un ETF inversé sur le CAC 40, c'est un ETF qui, si le CAC 40 eh bien, baisse de 5%, lui va augmenter de 5%. Voilà, donc ça vous permet de faire des paris à la baisse. En revanche, bien sûr, si vous vous trompez, eh bien, vous perdez. Donc, si le CAC 40 augmente de 5%, vous perdez 5%. Donc, ça, c'est les ETF inversés. Et la dernière catégorie, c'est les ETF à effet de levier. Donc là, c'est des ETF qui permettent eh bien, d'accélérer le mouvement. Donc, par exemple, en x2 ou x3. Donc, typiquement, si vous avez un ETF à effet de levier positif sur le CAC 40, donc vous êtes en x2, le CAC 40 fait eh bien 5% de hausse, eh bien vous, avec votre produit, vous allez faire 10% de hausse, hein, deux fois plus. Mais c'est la même chose à la baisse, bien entendu. Et vous avez aussi eh bien des ETF, donc leveragés, pour shorter des actions. Hein. Donc ça va faire, si eh bien le CAC 40 fait moins 5 et que vous êtes en x2, eh bien vous allez faire plus 10%. Voilà. Donc mais c'est des produits qui sont bien entendu eh bien, assez risqués hein, quand vous commencez à aller sur des produits à effet de levier de ce type-là. Pour vous donner quelques exemples, ici on est sur le site de eShares. eShares, c'est la marque hein, de BlackRock qui propose des ETF. Donc là, on est sur la page où vous pouvez faire la recherche des ETF. Donc vous allez voir que c'est assez impressionnant, hein. Il y a maintenant une offre extrêmement diversifiée d'ETF. Donc vous pouvez choisir ici le type d'actif, hein, la classe d'actifs, et vous voyez qu'à l'intérieur, eh bien, vous pouvez choisir matières premières, immobilier, obligations, actions, et puis vous avez même des fonds qui sont déjà des mélanges de différentes classes d'actifs. Il y en a vraiment énormément, hein. Donc là, vous voyez par exemple, on a tout ce qui est relatif aux matières premières. Vous pouvez avoir un ETF donc sur l'or, comme celui-là, hein, qui s'appelle le eShares Gold Trust. Vous avez bien sûr eh bien le eShares sur le S&P 500, donc ça c'est un des plus gros eh bien, ETF de eShares. Voilà, il y a vraiment un très très grand choix. En réalité, vous pouvez quasiment faire construire votre portefeuille avec uniquement des ETF. Vous pourriez très bien, à la rigueur, choisir un ETF equity, un ETF obligataire, un immobilier et un matière première avec de l'or. Euh, et voilà, vous avez constitué votre portefeuille. Donc c'est très simple, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Alors ce que j'ai vu, une particularité quand même, c'est que il y a parfois des choses qui peuvent paraître un peu surprenantes. Ici, ce fonds, il s'appelle ESG Aware. Donc, si vous voulez vraiment faire de l'ESG, donc Aggressive Allocation ETF, eh bien, en fait, quand vous allez voir à l'intérieur de cet ETF, qu'est-ce que vous trouvez? Eh bien, d'autres ETF. Donc, ça veut dire que c'est un ETF d'ETF. Là, on est vraiment au troisième niveau, hein, un produit dérivé de produits dérivés. Voilà, c'est assez surprenant, mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que voilà, c'est un univers qui est en train de se développer énormément et dans lequel, comme vous voyez, il y a énormément d'offres très très variées. Comment on explique vraiment le développement de ces ETF, hein, un développement incroyable au cours des dernières années? Eh bien, en fait, la vraie raison, elle vient du fait qu'il a été observé historiquement que, en fait, très peu d'équipes de gestion arrivaient à battre les indices en termes de performance. Donc, il y a des études hein, qui ont été faites sur de longues durées et ça a été démontré. Et donc c'est vrai que quand les grandes sociétés qui proposent des fonds ont réalisé ça et ils se sont dit il y a sûrement des économies de coûts à faire puisque vous n'avez pas besoin dans ces cas-là avec des ETF d'équipes de gestion, ou en tout cas beaucoup moins, eh bien les départements marketing de ces sociétés-là ont commencé à réfléchir et ont poussé pour le lancement de ce type de fonds.
Donc là, vous avez un exemple. Ici, c'est la photo du fondateur de la société Vanguard, donc qui a beaucoup développé aussi ce type de produits, les ETF. Et donc, eh bien, une des citations assez connues qu'il a faites qui concerne les ETF, c'est la suivante. Donc, ne cherchez pas l'aiguille dans la botte de foin, achetez juste la botte de foin. Voilà. Et donc, c'est bizarrement le type d'argument qui marche aujourd'hui très bien auprès de beaucoup de personnes qui veulent placer leur argent. C'est quand même assez surprenant hein, que de la part d'un gestionnaire de fonds, dont normalement la valeur ajoutée justement est d'étudier les actifs et d'orienter l'épargne vers les actifs de meilleure qualité, eh bien là, non. Ce qu'il propose, c'est justement de ne pas réfléchir et d'investir directement dans les indices. Avant de continuer, un petit rappel, si vous aimez la chaîne, si vous voulez l'aider surtout à se développer, eh bien pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. On va regarder maintenant quelques données sur le marché. Donc là, on a une étude qui a été faite par BlackRock également, qui nous donne quelques éléments. Au niveau de la taille globale des actifs sous gestion, on est aujourd'hui à 5,7 trillions de dollars. Voilà, avec quand même la majorité, hein, les trois quarts qui correspondent à des ETF actions. Donc c'est vraiment encore la catégorie très largement majoritaire, même si la partie obligataire est celle qui est en train de se développer le plus. Vous voyez ici hein, la répartition au niveau des actions. Hein. Donc vous avez 4,4 trillions au niveau des actions. Et avec quand même, on voit hein, une surpondération sur les grandes capitalisations qui sont ici, et également hein, dans les indices qui prennent toutes les capitalisations de régions ou du monde, il y a toujours une surreprésentation des grandes capitalisations. On continue ici avec des données assez intéressantes. Donc d'abord, on regarde les actifs sous gestion. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de comparer les actifs sous gestion qu'il y a dans des ETF, par exemple pour le marché action, et de façon générale, les actifs sous gestion dans la catégorie action. Donc là, on peut comparer les deux. Aux États-Unis, on se rend compte que eh bien, les ETF représentent à peu près 13% de l'ensemble des actifs sous gestion qu'il y a dans le marché action américain. Et en Europe, c'est moins que ça, c'est seulement 7,5%. Voilà. Donc quand on voit ces chiffres, on pourrait se dire qu'effectivement, bon, bah, ça reste encore un marché assez marginal par rapport à l'ensemble des actifs qui sont détenus par le marché. Mais en fait, on se rend compte quand on fait une analyse sur les volumes, donc là on a les chiffres, que c'est pas si marginal que ça. Donc, toujours pareil pour les États-Unis. Ici, vous avez les volumes donc d'échange sur les ETF et on les compare au volume d'échange sur l'ensemble des actions aux États-Unis. Et ce qu'on se rend compte, eh bien, c'est que les volumes d'échange sur les ETF représentent 32% des volumes d'échange qu'il y a sur l'ensemble du marché actions, quand il y a des achats en direct sans passer par des ETF. Voilà, donc alors c'est moins en Europe, hein. En Europe c'est seulement 13%, mais néanmoins c'est vrai que notamment aux États-Unis on commence à atteindre, disons, des volumes qui sont tels que, eh bien, on peut se dire que ce type de produits potentiellement euh, pourraient avoir eh bien, des effets en termes d'impact sur la fluctuation des sous-jacents qui pourraient être quand même majeurs. On revient sur un concept que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, à savoir la différence des flux concernant les ETF entre le marché secondaire et le marché primaire. Donc le marché secondaire, c'est ce que vous voyez en rose ici. Le marché secondaire, donc cette partie, c'est simplement les échanges qu'il y a entre les détenteurs de parts d'ETF et ceux qui veulent en acheter, et qui correspondent simplement à un transfert d'argent entre acheteurs et vendeurs de parts et qui ne nécessite pas pour le gestionnaire d'ETF d'aller acheter ou vendre des sous-jacents. Alors que la partie en noir ici, c'est ce qu'on appelle le marché primaire. C'est donc les volumes pour lesquels effectivement les gestionnaires vont devoir aller eh bien, effectivement acheter ou vendre des titres du sous-jacent.
Donc effectivement, aux États-Unis, on a très majoritairement du marché secondaire, comme vous voyez ici, à peu près avec un ratio de 1 à 9. En revanche, disons qu'en Europe, on est plus proche d'un ratio de 1 à 2. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup plus de marchés primaires et c'est 1 à 5 en Asie. Ma compréhension pour l'Europe, c'est que c'est plutôt un marché qui est moins développé en termes d'ETF que les États-Unis et qui est en train de le rattraper, hein. Et donc forcément, il y a plus de demandes de souscription d'ETF que de vente, ce qui fait augmenter la partie du marché primaire par rapport au marché secondaire. L'impact des ETF sur les sous-jacents, ça se mesure donc par l'analyse du marché primaire. Et donc c'est ce qu'on a là sur ce graphique pour le marché action aux États-Unis, en Europe et en Asie. Donc ce qu'on voit là sur ce graphique, c'est la part en fait des volumes qui sont générés par les ETF au niveau du marché primaire par rapport aux volumes totaux qu'on a sur les actions. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, on est à peu près 5,6%, 1,9% en Europe et 1,4% en Asie. Donc c'est vrai que ça reste relativement modeste pour l'instant. Moi j'ai une réserve là-dessus, c'est que ça c'est une analyse globale sur tout le marché action. Je pense qu'il doit y avoir très certainement des différences significatives si on se limite aux grandes capitalisations. On doit avoir des taux qui sont significativement plus élevés. Et par ailleurs, vous voyez qu'il y a quand même de la volatilité. Et donc, quand il y a une augmentation progressive des tailles des fonds ETF, il n'y a pas trop de problèmes, mais les problèmes peuvent survenir éventuellement quand il y a des ventes massives. Et dans ce cas-là, on peut avoir des volatilités plus fortes et éventuellement des taux ici, des pourcentages qui viennent des ETF, des marchés primaires ETF, qui pourraient vraiment bondir fortement. Quels sont les avantages des ETF? Donc, le premier avantage, c'est celui que j'ai donné tout à l'heure, qui consiste à dire que effectivement, au niveau du rendement, il sera assez difficile de faire mieux que si vous vous basez sur un indice. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxièmement, avec l'ETF, vous allez avoir des coûts qui sont moindres, notamment parce qu'il n'y a pas besoin d'équipe de gestion réellement. Ensuite, vous avez une relativement bonne diversification, puisque par nature, vous allez investir dans un panier d'actifs qui est diversifié. Et enfin, avec les ETF, ce qui peut être intéressant, c'est que ça vous donne accès parfois à des industries de façon diversifiée, à des industries que vous ne connaissez pas forcément très bien, ou bien à des zones géographiques qui ne sont pas forcément très faciles d'accès. Voilà, donc ça c'est un ensemble effectivement d'éléments qui peuvent paraître assez positifs pour ces fonds-là. Mais en fait, ça paraît un peu trop beau pour être vrai. Et effectivement, il y a des points négatifs et vous allez voir des choses qui sont, à mon avis, extrêmement gênantes. Alors d'abord, il y a le principe que quand vous faites de l'investissement dans des index, ça veut dire par définition que vous ne réfléchissez pas. Donc c'est quand même curieux hein, que dans le domaine de la gestion d'actifs, vous enlevez la seule composante, la composante la plus importante normalement qui apporte la valeur ajoutée. Donc ça, c'est quand même extrêmement surprenant, je trouve. Ensuite, quand vous investissez dans un ETF basé sur un index, eh bien, vous savez au départ que vous allez investir à la fois dans de bonnes sociétés, mais aussi dans de mauvaises sociétés. Et donc, c'est vrai que le principe d'être sûr d'investir dans des sociétés de mauvaise qualité qui sont mal gérées, qui ont des mauvaises perspectives de croissance, eh bien, c'est vrai que moi, personnellement, ça ne me convient pas vraiment. Déjà en 2019, le célèbre investisseur Michael Burry, qui est connu pour avoir shorté le marché de l'immobilier pendant la crise 2007-2008, déjà en 2019, il donnait son avis, un avis assez négatif sur les ETF. Donc il avait vu ce même problème dont je viens de parler, le fait qu'on ne fait plus d'analyse fondamentale des sous-jacents. Donc lui parle de price discovery, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de travail vraiment pour arriver à évaluer la vraie valeur des actifs sous-jacents. Quand vous suivez le flow des investisseurs, vous n'avez plus cette réflexion. Mais surtout, et c'est à mon avis le risque principal qui peut avoir des conséquences systémiques, c'est le risque de liquidité.
Donc il en parle ici. Le problème, et il utilise une image donc dans son texte, qui est de dire que eh bien, le marché des ETF, c'est comme un théâtre qui se remplit de plus en plus, qui est de plus en plus rempli, et dont la porte de sortie est toujours la même. Donc vous avez toujours le même flux qui peut sortir en même temps. Et c'est effectivement ça le problème, c'est-à-dire que s'il commence à y avoir des volumes de vente très importants sur les ETF, eh bien ça va se transférer sur le marché primaire, ce qu'on a expliqué juste avant. Ça va faire augmenter les flux sur le marché primaire. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément suffisamment de volume en dessous au niveau des actifs sous-jacents pour arriver à liquider suffisamment vite les positions des ETF. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un effet d'emballement qui peut faire tomber certains ETF, mais aussi qui peut faire s'écrouler les titres sous-jacents. Et Michael Burry termine cet article en disant que selon lui, ça va forcément mal se terminer. Pour lui, il y a les mêmes erreurs qui sont commises ici que lors des subprimes en 2007-2008. Le seul souci, c'est que, ben, bien entendu, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer encore de nombreuses années. La bulle peut continuer à gonfler pendant encore assez longtemps. Et bien entendu, eh bien, plus on attend et plus, in fine, le crack sera important. Quand on y réfléchit, au départ, les indices ont été créés en fait comme instrument de mesure, mais absolument pas comme instrument d'investissement. Ce qui est fait avec les ETF aujourd'hui, c'est en fait un détournement hein, de l'utilisation initiale des indices. Donc, à mon avis, c'est un problème. Et enfin, je pense qu'il y a un problème plus fondamental si on essaie de prendre du recul un petit peu. Et donc, notamment dans le cas où on investit sur des indices comme le S&P 500, où le calcul est fait sur la base de la capitalisation boursière, c'est-à-dire que c'est une moyenne pondérée, mais toujours sur la base de la capitalisation ou alors du flottant. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire quoi quand on investit dans un ETF qui traque cet indice-là? Eh bien, ça veut dire que systématiquement, on va envoyer de l'argent en plus grande quantité eh bien, aux plus grandes sociétés. Et ça, c'est un problème parce que bah, c'est tout simplement en opposition avec le principe même du capitalisme, qui est de allouer le capital au maximum vers ceux qui vont bien l'utiliser. Et en aucun cas, le principe, c'est de dire qu'on va l'allouer systématiquement au plus gros. C'est pas ce qu'il faut faire dans un monde capitaliste. On cherche à trouver la personne qui va le mieux l'utiliser. Et donc c'est pour ça que, à mon avis, il y a fondamentalement quelque chose de malsain avec eh bien, ces ETF basés sur des indices qui sont derrière pondérés en fonction de la capitalisation. Merci à tous pour votre attention. Si vous aimez la chaîne, si vous voulez l'aider à se développer, pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, partager la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. En complément des vidéos, si vous voulez aller plus loin dans l'application, si vous voulez lire les analyses que je fais de sociétés du monde entier, eh bien vous pouvez vous abonner à mon Substack, dont voici le lien. Il va s'afficher en haut à droite de l'écran et il est aussi juste en dessous dans la description.